Bonjour à tous. Comme vous le savez, la finance verte est un thème qui inspire beaucoup les chercheurs, surtout depuis les accords de Paris en 2015. Et à l'Institut des actuaires, d'ailleurs, de nombreux mémoires récents portent sur ce thème. Par exemple, mercredi prochain, Solène Kefelou nous présentera son mémoire sur la construction d'un indice vert et son utilisation dans une allocation d'actifs. Il y a aussi plusieurs groupes de travail qui ont été créés à l'Institut. Et aujourd'hui, je représente le groupe de travail qui s'appelle Intégration des critères ESG dans l'allocation d'actifs. Dans le cadre des travaux de ce groupe de travail, nous échangeons et nous étudions des articles universitaires et scientifiques. Et nos échanges nous ont amenés à inviter le professeur David Zerbib, qui est professeur de finances durables à l'ENSAE et chercheur au CRES, pour qu'il nous présente ses travaux les plus récents. Il y aura 2 webinaires, le premier aujourd'hui et le second le 25 mars. Aujourd'hui, David Zerbib nous présente son article concernant une amélioration du CAPM pour tenir compte des actifs durables et il nous présentera fin mars son article intitulé Climate Impact Investing qui montre comment l'investissement durable impacte les dividendes des entreprises et les incite à atténuer leurs émissions carbone. Donc, comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions sur le chat et David vous répondra à la fin de son exposé. Voilà, David, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Claire, merci de votre invitation. Je suis ravi de vous présenter cet article qui s'intitule donc A Sustainable CAPM, preuve par l'investissement vert et exclusion des sin stocks qui sont en fait les actions du péché, des industries du péché, les secteurs du péché, c'est-à-dire en particulier le jeu, l'alcool et le troisième, le tabac. Voilà, alors c'est un article qui a été publié en 2022 ou 23 de tête, et donc en fait il a été écrit depuis, j'ai commencé à travailler là-dessus en 2017-2018. Donc je vais vous présenter, depuis ce temps la littérature a un petit peu évolué. Ceci étant dit, le travail reste d'actualité, mais ce que je vais faire, c'est que je vais présenter ce travail à partir du point de départ de la littérature de l'époque. Et je pourrai ensuite étendre à travers la présentation, euh, enfin présenter le niveau auquel la littérature est arrivée jusqu'à présent. Alors, pour commencer, une petite motivation rapide. Certains articles, vous voyez, ça date de 2020, certains articles mentionnaient déjà, il y a 3 ans, 4 ans, euh, le fait que des groupes de polluants, donc en particulier par exemple des sociétés d'hydrocarbures, avaient accès à un coût du capital plus élevé. Comme vous le savez, le coût du capital, il peut être approximé par l'espérance de rendement du point de vue de l'investisseur. Et en fait, cette espérance de rendement du point de vue de l'investisseur, c'est en réalité le coût du capital du point de vue de l'entreprise. D'autres papiers, d'autres articles de journal, de journaux qui évoquaient le fait que les entreprises de minières faisaient face à une pression sur leur financement avec l'augmentation de l'investissement vert. Ou encore d'autres papiers qui évoquaient le fait que l'investissement ESG heurtait les entreprises, les finances des entreprises de, domaine, enfin les utilities dans le domaine de l'énergie. Voilà. Alors ça c'est un point de départ de motivation et on a envie de comprendre un petit peu si oui ou non l'investissement vert ou l'investissement durable plus généralement impacte le coût du capital des entreprises, donc en particulier l'espérance du rendement des investisseurs. En réalité, les deux plus grandes approches utilisées par les investisseurs jusqu'à présent sont ce qu'on appelle de filtres d'exclusion, c'est-à-dire lorsque des investisseurs décident d'exclure certains actifs de leur périmètre d'investissement. Donc vous pouvez penser par exemple aux sin stocks, fameuses actions du péché, où les investisseurs décident de ne plus investir dans les secteurs de l'armement, du jeu, de l'alcool ou du tabac. Et ça a été initié il y a quand même de nombreuses années par notamment des groupes financiers qui étaient liés à des congrégations religieuses, par exemple. Et puis ça se développait de plus en plus. Et puis il y a cette deuxième approche qui est finalement assez récente historiquement, qui a commencé à balbutier à la fin des années 2000, qui a commencé à croître dans le début des années 2010, et puis qui a assez bien explosé depuis le début des années 2010, donc disons autour de 2015, 2016, 2017, jusqu'à présent, qui a connu une croissance assez forte. L'intégration ESG, qu'est-ce que c'est? C'est en tant qu'investisseur, je prends en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et comment je les prends en compte? Eh bien, en soit
surpondérant les actifs que je préfère, par exemple ceux qui sont les plus verts, donc les actions des entreprises les plus vertes, ou pondérant les actifs que j'aime le moins, donc les actifs des entreprises les plus polluantes, par exemple. Et en réalité, comment ça se fait? Ça se fait en intégrant une note environnementale ou une note ESG ou un coût d'externalité environnementale, un coût d'externalité ESG. Bon, ce sont deux pratiques assez différentes qui coexistent. Et alors, ce qu'on a observé ces dernières années, c'est que l'investissement durable a cru. Et aujourd'hui, alors ça dépend comment est-ce qu'on le définit, parce qu'il y a plusieurs définitions d'investissement durable, évidemment. Mais bon, on a, on a certains chiffres qui nous disent que de l'ordre d'un quart des actifs sous gestion aux US prennent en compte les enjeux durables, et de l'ordre d'un sur deux en Europe prend en compte les enjeux durables. À nouveau, ça peut être vu drastiquement à la baisse en fonction du degré d'exigence que l'on apporte à la définition durable, et notamment depuis la réglementation SFDR et la classification afférente qui est effectivement plus exigeante que ce qu'on avait il y a 3-4 ans. Ceci étant, l'investissement durable a cru. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout ceci crée des, des forces d'offres et de demandes qui se rencontrent, puisque effectivement, on a de plus en plus d'offres, de demandes pour les investissements verts, mais aussi l'offre d'actifs verts évolue, elle a probablement augmenté. Mais en tout cas, on a clairement une augmentation de la demande. Et ceci, a priori, ça affecte le coût du capital des entreprises, puisque ça affecte les prix des actifs des entreprises. Et ça peut même affecter les pratiques des entreprises en termes de baisse de leur empreinte environnementale, puisque lorsqu'on a un coût du capital qui augmente, on est peut-être amené à vouloir réduire son empreinte. Ça, c'est le sujet que j'évoque dans un papier suivant que je présenterai en mars sur l'investissement d'impact. Donc là, la question de recherche de ce travail, c'est comment est-ce que ces deux pratiques d'investissement durable, séparément et ensemble, affectent les rendements espérés des actifs. Alors, bon, d'un point de vue de la littérature, et là ce tableau de la littérature présente un panorama au moment où l'article avait été rédigé, donc ça a été depuis. Donc à l'époque, on avait très peu de travaux sur les filtres d'exclusion. On avait un papier historique de Merton, qui était prix Nobel d'ailleurs d'économie, et qui a montré que lorsque certains actifs sont négligés par les investisseurs en général, par exemple parce qu'ils sont peu couverts par les analystes financiers, eh bien, émerge une prime de risque, qu'il appelle une prime sur les actifs négligés, voilà, et qu'il caractérise. Vous avez un autre papier qui a eu beaucoup d'influence historiquement, de Heinkel, Krauss et Zechner, qui ont montré aussi que les prix des actifs à l'équilibre changent lorsque vous avez différents groupes d'entreprises et que les investisseurs prennent en compte cela. Et puis un papier de Luo et Balvers qui montre que eh bien, lorsque les investisseurs boycottent certaines entreprises, ça fait augmenter le coût du capital, et ils estiment que cette augmentation est de l'ordre de 16% par an. Voilà ce qu'on sait, ce qu'on savait. Sur le plan empirique, eh bien, on avait des estimations qui étaient assez divergentes, mais le papier principal était celui-ci, donc Hong et Kakpersik, qui ont estimé que sur les actions SIN du péché, eh bien, dans le cadre d'une estimation donc, empirique, on trouve une prime d'exclusion de l'ordre de 2,5% par an aux US, sur longue période. Alors, en ce qui concerne l'intégration ESG, bon, on avait initialement que 2 papiers, avec donc en conséquence peu d'informations sur comment l'intégration ESG affectait le rendement espéré. Puis il y a eu 2 autres papiers contemporains à cet article-là qui sont posés exactement la même question et qui montrent qu'à l'équilibre, le CAPM est modifié lorsque des investisseurs prennent en compte la note environnementale des actifs dans lesquels ils investissent. Et puis, on avait aussi des preuves qui étaient divergentes sur le plan empirique, avec des papiers qui nous disaient que, eh bien, acheter des actifs verts, c'était coûteux. D'autres nous disaient que acheter des actifs verts, c'était rentable. Et puis d'autres qui nous disaient qu'acheter des actifs verts par rapport à des actifs marrons, ça n'avait pas d'impact réellement sur le rendement. Donc voilà le panorama de la littérature à l'époque. Et donc c'est dans ce cadre-là que s'inscrit ce papier-là. Donc dans ce papier-là, je montre plusieurs choses qui sont résumées sur ce slide. D'une part, d'un point de vue théorique, le fait que certains investisseurs excluent des actifs génère 2 primes d'exclusion qui ont à peu près la même tête, vous allez le voir, et qui généralisent la prime sur les actifs négligés qu'a mise en évidence Merton en 87.
En ce qui concerne, ouais, je vais continuer avec l'exclusion. D'un point de vue empirique, alors ça n'a pas été mis à jour, il faudra que je mette à jour, l'estimation de l'effet est de l'ordre de 2,7% par an aux US depuis entre 1999 et 2019 de mémoire. On va le voir ensuite. Ça fait assez longtemps que j'ai pas présenté cet article-là, donc je n'ai plus complètement tout en tête. Donc voilà, on a de l'ordre de 2,7% d'effet à la hausse sur le coût du capital des sin stocks. Autrement dit, c'est plus coûteux en moyenne de l'ordre de 2,7% d'emprunter du capital, d'avoir accès au capital pour les sin stocks, les entreprises des secteurs qu'on a évoqués, controversés, parce que certains investisseurs les excluent de leur périmètre d'allocation. En ce qui concerne l'intégration ESG, eh bien, on a une prime de goût. Alors, j'ai repris le terme d'un papier de 2007 de Fama & French qui parle de prime de facteur de goût. Donc, c'est exactement ça, c'est une prime de goût qui est liée au fait que des investisseurs ont des préférences pour investir sur des actifs verts. Donc là, on est vraiment dans un monde où les gens ont des préférences pour aller sur du vert. Et ce n'est pas une question de prise en compte du risque environnemental différent. Le risque environnemental est pricé par tout le monde. En revanche, ce sont des questions de préférence non pécuniaire éthique. Donc, je suis prêt à réduire un petit peu mon rendement pour aller sur des actifs que je préfère. Et puis, je montre aussi que ça ajuste un petit peu la prime de marché. Lorsqu'on estime ça, eh bien, on trouve, alors l'enjeu, c'est en fait d'approximer les coûts agrégés des investisseurs verts, parce qu'en fait, si on prend une note environnementale, comme vous le savez peut-être, il y a une forte divergence entre les différentes notes environnementales, et c'est assez dur de capturer quelque chose qui correspond à la moyenne des notes du marché, puisque tout le monde regarde des notes un peu différentes. Donc le premier enjeu, c'est de capturer des coûts révélés des investisseurs verts. Le deuxième enjeu, c'est d'arriver à capturer la croissance de l'investissement vert. Et puis le troisième enjeu, c'est d'arriver à capturer, et on va je détaillerai ce point tout à l'heure, de capturer le changement de préférence des investisseurs verts. Donc en anglais, on parle de unexpected shift in taste, ce qui veut en fait dire que les investisseurs verts croissent dans le temps, il y a de plus en plus d'investisseurs verts, ou bien leurs préférences sont de plus en plus fortes. Et ça, c'est pas anticipé par les marchés. Bon, et donc, je montre que aux US, sur longue période, en moyenne, entre 2007 et 2019 de mémoire, eh bien, la prime la prime de coût entre les industries les plus polluantes et les industries les moins polluantes est de l'ordre d'0,5% par an. Et lorsqu'on regarde ce qui s'est passé sur les dernières années, donc les, disons, 5 dernières années considérées, on atteint de l'ordre de 1,5%. Ça veut dire que les entreprises les plus polluantes empruntent à 1,5% au-dessus, dû au fait que certains investisseurs les sous-pondèrent dans leur allocation. Et puis il y a des effets croisés que, bon, on pourra en parler plus en détail, mais c'est moins fondamental dans ce cette première vue globale du travail. Alors, parlons du modèle théorique. En fait, en pratique, qu'est-ce que c'est? Pour construire un monde dans lequel des investisseurs, d'une part, excluent une partie de l'univers, et d'autre part, ont des préférences différentes des investisseurs standards, parce qu'ils préfèrent des actifs verts, eh bien, en fait, on construit un modèle d'asset pricing avec segmentation partielle du marché. Segmentation partielle parce qu'en fait, une partie des investisseurs n'a pas accès à tout le marché, volontairement, et préférences hétérogènes, puisque dans leur fonction d'utilité, eh bien, les préférences ne sont pas standard mean variance. Donc, on a un monde, alors c'est un papier qui présente un modèle assez canonique, un monde à une période, donc deux dates, où les investisseurs reçoivent une richesse à la date T, ils peuvent échanger, et puis ils dérivent une utilité de leur richesse à la date T plus 1, et qui donc est influencée par les investissements et les échanges qu'ils ont réalisés entre T et T plus 1, notamment par les revenus, les rendements des actifs dans lesquels ils ont investi. Vous avez deux types d'investisseurs, des investisseurs durables, dont la proportion de richesse est P, et des investisseurs qui sont qualifiés ici de standards réguliers, dont la proportion de richesse est 1 moins P. Et donc, quelle est la caractéristique de ce petit monde? La première caractéristique, qui est l'hypothèse numéro 2, c'est qu'on est dans un monde avec segmentation partielle. Vous avez des actifs dans lesquels les investisseurs durables n'investissent pas, donc c'est ce qu'on appelle les actifs exclus, qui sont notés X1 à XNX, et des actifs qu'on qualifie d'investissables parce que les investisseurs durables peuvent investir là-dedans. La proportion de valeur de marché des actifs exclus est Q. Q, par exemple, vous pouvez avoir en tête que Q égale 5%, par exemple. Voilà, et donc les investisseurs standards, eux, peuvent investir dans tout le marché. Voilà. Ça, c'est hypothèse de segmentation partielle. Bon, c'est cohérent avec d'autres papiers.
un papier qui est le CAPEM international, un papier qui est lié au boycott, mais c'est aussi lié au modèle de Merton avec des hypothèses un peu plus légères qu'on a relâchées. Dans ce cas particulier, je ne fais aucune hypothèse sur la spécification des rendements de marché, ce que faisait Merton, et je ne fais pas l'hypothèse que les risques idiosyncratiques sont indépendants, ce que faisait Merton également. La deuxième hypothèse technique, c'est qu'on a des préférences hétérogènes. Donc les investisseurs durables, eux, en plus de focaliser leurs investissements sur les actifs investissables, internalisent un coût d'externalité de ces différents actifs. Autrement dit, ils internalisent ce petit c, qui peut être élevé. Donc lorsque c est élevé, pensez à une entreprise marron, brune, qui a un fort coût d'externalité environnementale, ou il peut être petit ou négatif, et là, pensez à une entreprise verte, qui a donc un faible coût d'externalité environnementale. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième hypothèse qui est ici numérotée 3. Donc ça, c'est cohérent avec les deux papiers qui ont été aussi rédigés à peu près à la même époque, mais c'est aussi cohérent à un cadre un peu différent. Je l'ai emprunté, j'ai été inspiré par un papier d'Acharya et Pedersen sur la liquidité, puisqu'en fait, ils considéraient un coût de liquidité. Voilà. Donc ça ressemble à ce papier-là, sauf que ici, simplement une partie des investisseurs peuvent avoir internalisé ce coût d'externalité environnementale. Donc ça correspondrait au cas où une partie des investisseurs internaliserait des coûts de transaction, ce qui n'est pas en fait le cas dans leur modèle. Voilà, on a aussi des rendements gaussiens, un marché qui est parfait et sans friction, et les investisseurs peuvent emprunter et prêter librement. Alors quel est le programme des investisseurs? Vous voyez, c'est un programme qui est assez standard et assez simple. Les investisseurs standards maximisent l'espérance de l'utilité cara de leur richesse terminale, sous contrainte de l'évolution de leur richesse. Donc leur richesse, à l'état T+1, c'est la richesse initiale, plus que rapportent les actifs risqués dans lesquels ils ont investi, RI, RX, puisqu'ils peuvent investir dans les deux types d'actifs, avec poids W, RI, W, RX, et puis le reste, qui est investi dans l'actif sans risque. Les actifs durables, les investisseurs durables, en revanche, eux, même s'ils ont la même fonction d'utilité, ici, ils leur richesse évolue de la manière suivante. Le coût d'externalité environnementale, ici, est ajusté, pardon, excusez-moi, le rendement des actifs ici est ajusté par le coût d'externalité environnementale, et en fait, ça, je le montre dans le papier, je ne le montre pas ici, ça correspond à ajuster la fonction d'utilité ici, hein, de ce coût d'externalité. Et aussi, comme vous le voyez, ils ne peuvent investir que dans les actifs I, puisque les actifs X sont exclus par ces investisseurs. Voilà, donc en fait, internaliser ce coût d'externalité correspond artificiellement en fait à réduire le rendement considéré par les investisseurs lorsque les actifs sont bruns et à l'augmenter artificiellement lorsque les actifs sont verts. Donc ça correspond en fait à une prime ou à un bonus environnemental. Alors qu'est-ce qui se passe à l'équilibre? À l'équilibre, on trouve que le rendement espéré peut s'exprimer de la manière suivante. Donc, premièrement, il y a plusieurs commentaires qu'on peut faire sur ce slide. Premièrement, on a le fait que les rendements espérés s'expriment en fonction des rendements espérés du marché des actifs investissables. Donc en fait, du marché qui est ici en vert et marron, et pas en gris. Pourquoi? Parce que ce marché-là est le marché qui est accessible à l'ensemble des investisseurs, et en fait, l'expression du rendement espéré est beaucoup plus simple et plus aisée lorsqu'on l'exprime par rapport à ce marché-là. Tout pour autant, on peut quand même exprimer l'espérance de rendement par rapport à l'espérance de rendement du marché total, ce que je fais plus tard. Mais bon, pour l'instant, pour bien comprendre ce qui se passe, exprimons-le ainsi. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe d'une part qu'il y a une prime de goût qui apparaît. Cette prime de goût, elle est liée au fait que les investisseurs, comme je vous l'ai dit, ont une préférence pour investir sur les actifs verts. Je crois que je vais la commenter un peu plus tard, ce sera plus simple. Et vous avez deux primes d'exclusion qui sont liées au fait que les investisseurs durables excluent certains actifs du marché. Donc en l'occurrence, les actifs qui sont X1 à XNX. Voilà. Troisième commentaire, comme vous le voyez, cette espérance du rendement du marché des actifs investissables est ajustée d'une prime ici, qui en réalité est simplement la prime de goût sur le marché investissable. Voilà. Donc ça, c'est un commentaire très bref. Maintenant, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut exprimer l'espérance de rendement de tous les actifs, les I et les X, selon cette expression. Maintenant, on décompose, regardons deux cas particuliers, le cas des actifs investissables et le cas des actifs exclus. Dans le cas des actifs investissables, eh bien, la prime de goût est très simple. Elle s'exprime comme PC, alors je vois, est-ce que je le commente après?
Oui, je le commente après, mais je vais vous le dire tout de suite. C'est PC. Et il y a une prime d'exclusion qui apparaît ici bizarrement, parce qu'en réalité, ces actifs ne sont pas exclus. Mais en réalité, c'est un effet croisé qui vient impacter les actifs investissables en fonction de leur corrélation avec les actifs exclus. L'effet principal, c'est celui-ci. Alors, comment est-ce qu'on peut le comprendre? C'est très simple. Lorsqu'un actif est marron, son coût d'externalité est élevé, et donc l'espérance de rendement croît. Pourquoi l'espérance de rendement croît? Parce que les investisseurs durables requièrent un rendement plus élevé pour acheter des actifs qu'ils ne souhaitent pas avoir. À l'inverse, quand c'est négatif, donc quand on a un actif vert, eh bien les investisseurs durables acceptent un rendement espéré plus faible pour détenir les actifs qu'ils préfèrent. Et c'est pour ça qu'ils font baisser le rendement espéré sur les actifs verts. Et tout ça, eh ben, ça se scale, donc c'est multiplicatif avec la proportion de richesse des investisseurs verts. Donc plus vous avez d'investisseurs verts, plus cet effet que je viens d'évoquer est important. Ok, le deuxième effet, je vais vous le commenter juste après. Parce que là, quand vous voyez donc l'effet d'exclusion, alors on a aussi cet effet de goût qui apparaît ici. C'est un effet qui apparaît et qui est en fait un effet croisé. Parce qu'en fait, les investisseurs durables ont des goûts que sur les actifs I, que sur les actifs investissables. Pourquoi on a ça? Eh bien, on a cet effet parce qu'en fait, cet effet, c'est grand B, et grand B, est-ce que je l'évoque après? Non. Grand B, c'est le vecteur des bêtas. Lorsqu'on régresse les actifs X, donc exclus, sur les actifs investissables. Donc en l'occurrence, c'est bêta XKI1, bêta XKI2, bêta XK INI. Ça, c'est un vecteur ligne. Et donc, en fait, c'est simplement la corrélation normalisée entre les actifs exclus et les actifs investissables. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bien, ça veut dire que si mon actif exclu est corrélé avec un actif investissable qui a un fort coût d'externalité environnementale, eh bien, ça va augmenter également le rendement espéré, indirectement. Et si mon actif exclu XK est corrélé négativement avec un actif qui a un fort coût d'externalité environnementale, eh bien, on va avoir un effet négatif sur le rendement espéré. Et puis c'est l'inverse lorsqu'on considère un actif qui a un faible coût d'externalité environnementale. Voilà, donc en fait, ça, c'est un effet de couverture. Mais bon, c'est un effet secondaire, donc on n'est pas obligé de se concentrer trop là-dessus. Et puis, il y a ces deux primes qui apparaissent, et là, quand on les regarde, c'est assez compliqué de comprendre ce qui se passe. Donc, on va comprendre juste après. Bon, là-dessus, je vous dis juste que tout ceci fonctionne dans des cas particuliers. Quand il n'y a pas d'exclusion, on retrouve le cas d'Acharya et Pedersen avec P égale P différent de 1. Bon. Quand il n'y a pas de préférence hétérogène, on retrouve ce que trouvent De Jong et de Roon uniquement sur les espérances de rendement des actifs investissables, mais dans le cadre d'un modèle de finance internationale avec plusieurs pays différents, certains pays qui peuvent investir dans certains pays et d'autres pays qui ne peuvent pas. Par exemple, le Zimbabwe qui peut investir au Zimbabwe et aux US, mais les US qui ne peuvent pas investir au Zimbabwe. Donc ça, on a cet effet-là. Et puis nous, moi, ce que je mets en évidence, c'est ce qui se passe sur l'espérance de rendement des actifs exclus avec cette formule-là. Et puis quand on n'a aucun investisseur durable, eh bien tout ça se transforme en un CAPM standard. Bon, c'est en l'occurrence quand Q vaut 0, quand MI vaut M, et quand C est nul. Bon. Donc je vous ai un peu parlé de cette prime de goût, et j'ai peu développé le fait que la prime de goût apparaissait aussi dans la prime ici de marché. Elle a juste la prime de marché. Elle l'a juste en fonction de ses moyens sur tout le marché. Et en réalité, ce qu'on observe empiriquement, c'est que pour les investisseurs, le coût d'externalité environnementale moyen du marché est en réalité proche de 0. Donc empiriquement, cet effet, théoriquement, cet effet peut jouer sur la prime de marché. Bon. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Maintenant, parlons des primes d'exclusion. Comme vous le voyez, elles ont à peu près la même tête. Alors, je crois que j'ai une question. Donc, Il y a une question, on peut éventuellement répondre à la fin si vous ok, préférez. très bien. Je répondrai aux questions à la fin. D'accord. Donc, on a ces deux primes d'exclusion qui apparaissent et qui ont à peu près la même tête. Sont des covariances conditionnelles où on conditionne la covariance par deux choses. Ici, c'est un vecteur, donc l'ensemble le vecteur de rendement
des actifs investissables, donc RI1 à RINI. Et ici, on conditionne par simplement un seul rendement, qui est le rendement moyen du marché investissable. Globalement, on parle de quantités qui sont très proches. Et c'est quoi? C'est la covariance entre l'actif K, en l'occurrence, parlons de l'actif exclu, donc le rendement de l'actif exclu, et le rendement du marché exclu, donc par exemple le rendement moyen de tous les SINSOC, conditionnellement à ces deux quantités. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? La bonne manière de comprendre ça, en fait, c'est de décomposer ces covariances avec la loi de la covariance totale. De même que la loi de la variance totale que vous connaissez, qui permet donc de décomposer la variance conditionnelle, eh bien on peut décomposer également de manière similaire la covariance conditionnelle. Et donc ça fait apparaître deux effets. Cette covariance conditionnelle, c'est la covariance. Donc tout ça, c'est normalisé par un ratio qui dépend de la proportion d'investisseurs durables et un ratio qui dépend de du pourcentage en valeur de marché des actifs exclus dans le marché fois la version risque. Bon. Mais concentrons-nous sur ce qui bouge ici, et pour essayer de comprendre ce qui se passe. C'est en fait la covariance entre le rendement de l'actif exclu et le rendement du marché exclu, moins la covariance du portefeuille de réplication de l'actif exclu, répliqué avec les actifs investissables, avec le portefeuille de réplication du marché exclu qu'on réplique à partir des actifs investissables. Alors comment on comprend ça? En fait, le premier effet est un effet qui est drivé par les investisseurs standards, qui n'excluent pas. Comme ces investisseurs n'excluent pas, eh bien, ils sont obligés, pour que le marché s'équilibre, ils sont obligés d'acheter ces actifs exclus. Et en fait, ils vont dévaloriser, ils ne vont pas apprécier les actifs dont la corrélation est importante avec le reste du marché exclu qu'ils sont obligés de détenir. Donc, plus l'actif en question, RK, exclu, pour les investisseurs durables, a une corrélation importante avec le marché exclu que les investisseurs standards réguliers sont obligés de détenir, plus ça va générer une prime importante, puisque les investisseurs standards vont demander une prime de risque pour détenir quelque chose qui est corrélé avec quelque chose qu'ils détiennent déjà et qu'ils n'ont pas envie de détenir. Si on a un actif qui est décorrélé du marché exclu, ils seront assez contents parce qu'ils vont faire rentrer de manière un peu obligatoire quelque chose qui va leur apporter une diversification, auquel cas ils vont valoriser cet actif-là. On aura un effet qui sera négatif ici. Donc ça, c'est assez me semble-t-il, assez intuitif à comprendre. Deuxième effet, un peu plus complexe. Deuxième effet est lié aux investisseurs durables, qui, comme vous vous en rappelez, excluent. Ils excluent les actifs, donc X, mais ils ne veulent pas ils veulent se couvrir contre le manque à gagner, contre la différence de rendement à laquelle ils n'ont pas accès de ces actifs exclus. Et qu'est-ce qu'ils font pour se couvrir? Eh bien, ils vont acheter des actifs qui vont être les plus corrélés aux actifs auxquels ils n'ont pas accès, aux actifs exclus. Voilà. Donc en fait, ils vont regarder les actifs dont le portefeuille de réplication, à partir des actifs investissables, projection du rendement de n'importe quel actif que je regarde K, sur l'univers des actifs investissables, et ils vont regarder la corrélation de cette chose-là avec ce qu'ils veulent le marché exclu, donc ils vont regarder en projection sur les actifs investissables. Donc si l'actif K réplique bien le marché exclu, qui lui-même est répliqué, eh bien, les investisseurs durables seront contents de l'acheter. Si l'actif K ne réplique mal ou même est corrélé négativement au marché exclu, eh bien, il sera il sera moins intéressant pour les investisseurs durables parce qu'il ne proposera pas de couverture contre quelque chose, contre une chose à laquelle ils n'auront pas accès. Donc c'est ça l'idée. Et on le voit bien géométriquement. Je ne sais pas si j'ai gardé l'interprétation géométrique. Non, évidemment, je ne l'ai pas gardé. Mais ça se voit bien géométriquement quand on fait des projections sur un univers d'autres rendements. Donc c'est ça l'idée. Cette prime, en fait, finalement, cette prime d'exclusion, c'est simplement une différence entre une prime liée à des investisseurs qui veulent diversifier et des investisseurs qui veulent se couvrir. Et donc détenir quelque chose qui se rapproche de ce à quoi ils n'ont pas accès. Alors, on peut montrer que, en fait, cette prime d'exclusion, quand on la réécrit, quand on la réécrit notamment, quand on exprime le rendement espéré par rapport au rendement espéré du marché, cette prime d'exclusion, elle s'écrit de cette manière-là. On peut montrer que cette prime-là est une généralisation de la prime sur les rendements négligés, sur les actifs négligés, pardon, qu'a mis en évidence Merton en 1987. Donc en fait, ce cadre-là, uniquement lié à l'exclusion, généralise Merton avec des hypothèses plus légères.
On fait moins d'hypothèses sur l'indépendance des risques idiosyncratiques et la spécification des rendements. Et alors, le dernier point, entre guillemets, théorique, et après, on peut passer au test empirique de ce qu'on trouve, c'est le suivant. Le point de départ, c'est que le marché, enfin, la littérature nous dit que, eh bien, lorsque des actifs sont exclus, on trouve que l'effet, empiriquement, est positif sur les rendements, lorsqu'on utilise les rendements réalisés comme proxy des rendements espérés. Bon. Alors là, ce que je montre théoriquement, c'est qu'en fait, commençons par le deuxième point, en effet, la prime sur le portefeuille des actifs exclus est bien positive, tout le temps. Comme vous voyez, c'est le produit d'une aversion au risque positive, d'une proportion d'actifs qui est positive, une variance qui est positive, ce ratio qui est positif, ce terme qui est positif et ce dernier terme qui est positif. Donc en effet, l'effet moyen d'exclusion est bien positif. Néanmoins, individuellement actif par actif, l'effet n'est pas nécessairement positif. On peut avoir un effet négatif. Vous le voyez bien quand vous regardez cette expression. Imaginons un actif qui est, par exemple, corrélé négativement au marché exclu et dont le portefeuille de réplication est corrélé positivement au portefeuille de réplication du marché exclu. Bon, ou même quelque chose qui est zéro ici et qui est négatif ici. Voilà. Donc individuellement, on peut avoir un effet négatif. Donc une des nouveautés ici, c'est de montrer que l'exclusion n'induit pas nécessairement une augmentation du coût du capital des entreprises qui sont victimes de boycott ou d'exclusion. Si la dynamique des rendements des actifs de ces entreprises est corrélée négativement au rendement des autres actifs exclus, eh bien l'effet peut même être négatif. Voilà. Donc maintenant, fort de ces résultats théoriques, on a envie de savoir si ce qui est mis en évidence se retrouve empiriquement dans les données. Donc parlons de l'analyse empirique, et donc commençons par définir ce que seront les actifs exclus. Alors je vous ai un peu dévoilé ce qui a été fait, j'ai utilisé les actifs exclus, j'ai utilisé les SIN stocks, les SIN industries, comme exemple, cas pratique d'actifs exclus. Donc en l'occurrence, j'ai suivi exactement ce que faisait Ronald Persic, en utilisant le secteur de l'alcool, du tabac et du jeu comme secteur exclu, et puis dans un test de robustesse, j'utilise la défense, secteur de l'armement. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, puisque je travaille sur données US, il y a quand même pas tous les investisseurs ne considèrent que le secteur de l'armement est un secteur cible. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été pas été inclus dans le cas général pour pouvoir tester le modèle. Donc la période de temps, c'est 99-2019, et on se focalise sur 77 sin stock. C'est pas beaucoup de sin stock finalement. Mais bon, c'est tout ce qu'on a. Pour les goûts des investisseurs sur les autres actifs, donc on a tout le périmètre de tout l'univers d'investissement moins 77 stocks, eh bien, on estime, on a envie de construire des proxys pour ces primes de goût. Et pour ce faire, il nous faut deux choses. Il nous faut approximer, d'une part, le fameux C, qui est le coût d'externalité environnementale qui est internalisé par les investisseurs durables, mais aussi essayer, autant que faire se peut, d'approximer P, qui est la croissance, enfin qui est la dynamique de proportion de richesse des investisseurs durables. Alors comment on fait pour approximer ça? Bon, la manière la plus naturelle, la plus standard, un peu naïve, c'est de dire je prends une note environnementale. La note environnementale, c'est finalement l'opposé de C. Quand la note est élevée, j'ai un C négatif. Quand la note est basse, une entreprise brune, le C sera positif. Bon. Cependant, il y a plusieurs papiers qui ont récemment montré qu'il y a une faible corrélation entre les différentes notes environnementales. En plus, elles sont disponibles à une fréquence annuelle en général. Elles tendent à sursimplifier l'information et ont peu de contenu prospectif. Donc l'intuition pour approximer C, que j'ai proposé dans ce papier, c'est finalement de se dire, le C, on va le trouver en comparant l'allocation d'actifs des investisseurs verts, en l'occurrence, puisque je prends un C qui a un coût d'externalité environnementale, à l'allocation moyenne du marché, donc à celle de l'indice. Et donc, intuitivement, qu'est-ce que c'est? Déjà, on peut montrer la chose suivante. On peut montrer que le coût d'externalité environnementale, c'est en réalité la différence relative entre les poids, donc M c'est pour marché, les poids des différents actifs dans le marché, donc en fait les poids dans votre S&P, Eurostock, peu importe, comparé au poids dans les portefeuilles des investisseurs durables, S pour durable. Donc quand l'investisseur durable sous-pondère un actif, a priori il est plutôt brun, et de fait, on aura un effet qui va être positif, qui va correspondre à un coût d'externalité environnementale positif. Ça marche assez bien. On a multiplié par l'espérance de rendement. Quand l'investisseur durable va surpondérer un actif par rapport au benchmark, on aura ici un effet négatif, et ça va correspondre bien
a un coût d'externalité négatif, donc un actif plutôt vert. Bon, et donc pour éviter tout biais d'endogénéité, j'utilise donc ce ratio. Donc une fois qu'on a prouvé, entre guillemets théoriquement, qu'on pouvait approximer C par ce ratio fois l'espérance, eh bien j'utilise ce ratio, C tilde, comme proxy de C. Voilà. Bon, l'enjeu, c'est pas d'avoir WN, puisque c'est assez facile d'avoir les poids dans le benchmark, dans l'univers, c'est d'avoir les poids des actifs dans les portefeuilles des investisseurs verts. Donc là, que fais-je? Alors là, bon, j'ai fait des slides différents, donc ici, il ne faut pas lire WI, mais WS, puisqu'on parle d'investisseurs durables. Mais bon, on parle de la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, entre 2007 et 2019, j'ai pu avoir accès aux détentions d'actifs mensuels de l'ensemble des fonds verts qui étaient listés sur Bloomberg. Donc, j'avais 453 fonds verts en décembre 2019, qui avaient chaque mois une détention d'actifs, donc plusieurs lignes, potentiellement plusieurs milliers de lignes, à chaque mois. Ici, qu'est-ce que je fais? J'agrège déjà tous ces fonds verts en un gros fonds vert. Donc à chaque date, j'ai un gros fonds vert qui correspond à toutes les positions de l'ensemble des fonds verts de liste. Et ensuite, je me concentre sur la poche US pour éviter un biais géographique. Et à partir de là, eh bien, je peux estimer chaque mois le poids de l'actif considéré dans le portefeuille de l'investisseur vert comme le poids dans la poche US de ce gros portefeuille agrégé de fonds verts. Et c'est comme ça que j'ai un WS dont j'ai besoin ici, et que je vais pouvoir injecter dans cette yield pour calculer cette yield. Voilà. Bon, l'avantage de ce proxy, c'est que c'est un instrument agnostique qui capture en fait les préférences révélées, les goûts révélés des investisseurs verts. Et puis en plus, il y a une couverture assez large, puisque avec seulement de l'ordre de mémoire, de l'ordre de 0,1% de valeur de marché. Donc en fait, ces investisseurs verts ont à peu près 0,1% de la richesse totale aux US. Simplement avec cette quantité-là, qui est quand même importante, eh bien, on arrive à capturer 46% des positions, on arrive à capturer des positions sur 46% des actifs du marché. Alors, ce travail, il est fait à l'échelle de l'industrie, du sous-secteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai fait l'exercice à l'échelle de l'entreprise, mais en fait, ici, les set yields explosent complètement parce qu'on a des WM qui peuvent être tout petits dans le benchmark, et donc ça explose complètement, il y a des outliers dans tous les sens, et en fait, d'estimation propre. En revanche, lorsqu'on agrège la liste sectorielle, là, on a des poids indiciels qui sont plus raisonnables, et on a beaucoup moins d'outliers, et donc le travail peut être plus propre. Donc là, vous voyez un classement des industries en fonction de leur coût d'externalité environnementale, les plus polluantes en haut, les moins polluantes en bas, à l'échelle moyenne de l'industrie. Vous voyez, les industries polluantes sont la défense, l'aviation, les métaux précieux, printing and publishing, concrètement, c'est couper les arbres, non-metallic and industrial metal mining, coal, l'agriculture, le pétrole, le gaz naturel, etc. Bon. Il y a des secteurs un peu bizarres qui sont les bonbons et le soda, la communication, etc. Donc il y a une raison pour ça. D'ailleurs, bonne question qui m'est posée par Olivier Leguet. Ne génère-t-on pas un biais en basant l'analyse uniquement sur des portefeuilles verts survivants en 2019? Absolument, très bonne question. Et en fait, la réponse est oui, mais deux choses. Premièrement, déjà, j'avais pas accès à l'historique des positions à chaque mois. Et deuxièmement, en fait, ce biais est assez faible intuitivement parce que on a eu peu de fonds qui ont fermé. En général, ce sont des fonds qui se sont mis à s'ouvrir progressivement. Donc en fait, j'avais pas des fonds qui disparaissaient et qui mouraient, mais simplement la majorité des fonds apparaissaient dans le temps. Donc en fait, ce biais du survivant, il était faible puisqu'on est dans une dynamique de croissance de l'investissement vert. Mais c'est un point tout à fait pertinent. Donc pourquoi on a ces secteurs un peu bizarres? Bon, en une seconde, c'est parce que j'essaie de creuser pour comprendre pourquoi j'avais des secteurs comme les bonbons et le soda ou la communication, etc. La réponse est la suivante. En fait, ce que font les investisseurs verts dans leur allocation d'actifs, ils veulent en fait dégager du cash pour investir dans les actifs verts. Comment ils font? Ils font deux choses. D'une part, la majorité du cash qu'ils génèrent, ils le génèrent en vendant des actifs d'entreprises polluantes. Bon, ça c'est intuitif, c'est ce qu'on avait en tête. Mais ce que j'ai découvert et auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est qu'en fait, ils dégagent aussi du cash, de la liquidité, en vendant les entreprises les plus larges, donc les very large caps, qui sont des boîtes énormes. Par exemple, Alphabet, c'est Google, Microsoft, Amazon, Walt Disney, Verizon, Citigroup, AIG, Walmart, donc des boîtes gigantesques, que j'appelle very large cap. Et donc, c'est aussi à partir de ces boîtes-là qu'ils génèrent de la liquidité pour acheter des stocks verts. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ces secteurs-là se retrouvent assez hauts. Est-ce que c'est grave?
Pas vraiment, parce qu'en réalité, l'investissement vert, de fait, génère cette pression sur ces secteurs-là, et donc, de fait, va modifier les prix des actifs et les rendements espérés en conséquence. Donc, en réalité, on reflète exactement ce que font les investisseurs en capturant cette activité qui consiste non seulement à vendre une partie de leurs actifs marrons, mais aussi en vendant une partie des entreprises les plus larges. Bon, ça c'est pour C. Maintenant, pour P, eh bien, la manière de faire, c'est de regarder, enfin, une des manières de faire, qui pour le coup est assez directe, c'est simplement de se dire, ben voilà, je vais approximer P comme à partir de la richesse des fonds verts dont je dispose. En fait, je considère que l'évolution des actifs sous gestion des fonds verts auxquels j'ai accès correspond et corrélé à, ou est bien corrélé à, l'évolution de l'investissement vert dans l'économie. À partir de là, eh bien, je peux approximer ce P tilde comme la valeur de marché des fonds verts normalisée par la valeur totale de marché. Donc, la valeur totale de marché. Et donc, ce P tilde, il croît entre de 2 points de base à 0,12% sur la période. En réalité, le vrai P, c'est probablement K fois P tilde. Alors, c'est pas K fois P tilde, mais c'est très corrélé à K fois P tilde. Donc, je peux régresser sur P tilde. Et voilà, donc là, on peut faire les. Je peux donc régresser les rendements espérés pour les actifs investissables sur le bêta avec le marché investissable, plus sur le produit de mes deux proxys, plus sur cette covariance conditionnelle, que je peux calculer de manière vectorielle, parce qu'en fait, on peut montrer que de manière vectorielle, cette chose-là, c'est en fait un produit de Schur. C'est peut-être que ça vous parle, une notion en algèbre ou en analyse, on appelle ça un produit de Schur, et en fait, vectoriellement, cette covariance conditionnelle, c'est un produit de Schur. Donc on peut le calculer assez bien. Sur les actifs exclus, je régresse le rendement des actifs exclus sur ce bêta-là, plus le proxy qu'on a fois ce vecteur de bêta fois le vecteur des coûts d'externalité environnementaux que j'ai internalisés, enfin que j'ai estimés. Et puis de même, ces deux covariances conditionnelles qui sont calculées sous forme de produit de Schur. Voilà. Donc je fais une estimation en 2 étapes de type Macbeth avec des standards d'erreur qui sont ajustés suivant New West. Alors, en un slide, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, premièrement, on trouve qu'effectivement, on trouve bien une prime de goût positive, en moyenne, comme attendu. Vous voyez, on attendait ici un facteur ici positif, puisque j'ai bien mon PI tilde et mon C tilde ici, donc j'attendais un facteur de normalisation, mais qui n'était pas négatif, qui n'avait pas vocation à être négatif. Et de fait, j'ai bien un effet qui est positif et significatif, et puis qui augmente lorsqu'on rajoute des dimensions de contrôle qui sont le facteur small minus big, le facteur high minus low et le facteur de momentum. Comme je vous l'avais dit, l'effet moyen de goût sur le marché investissable est proche de 0, c'est de l'ordre de 0,25 points de base. Voilà. Et donc, en fait, l'effet total, qui est principalement dérivé par l'effet de goût principal, qui est celui-ci. Bon, ça, finalement, c'est ce loading-là, ce delta-là. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir toute la prime de goût ici? Oui, on peut l'avoir, et ce qui est intéressant, c'est de l'avoir pour différents secteurs. Donc, pour les secteurs les plus polluants, en moyenne sur la période, la prime de goût est de l'ordre de 0,10, 0,15%, et pour les moins polluants, elle est de l'ordre de moins 0,4. Bon, ce secteur-là, Other, ça correspond à un secteur qui est vraiment une espèce de fourre-tout, donc je suggère de ne pas le regarder parce qu'en réalité, c'est peu intéressant, il y a beaucoup de choses mélangées. Mais en réalité, entre les secteurs polluants et les secteurs moins polluants comme l'équipement électrique, qui en moyenne sont moins polluants, en tout cas qui en moyenne ont un coût d'externalité environnementale négatif, eh bien la différence de prime est de l'ordre de 50 points de base en moyenne sur la période. Ok, pour autant, la réalité c'est que là ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé les rendements réalisés comme approximation des rendements espérés. Or, et donc j'attendais notamment des rendements, une prime, un effet négatif sur les rendements espérés des actifs verts, rappelez-vous, puisqu'il y a une prime négative verte. Or, pour autant, ce qu'on observe, c'est que les rendements réalisés des actifs verts ont cru, beaucoup cru, puisque, comme vous le savez, il y a une pression à l'achat, ce qu'on appelle des unexpected shift in tastes. Voilà. Et c'est en fait, c'est là que ça devient un peu problématique, c'est-à-dire que en fait, on peut approximer les rendements espérés par des rendements réalisés dans un monde à l'équilibre, qui n'existe pas et qui existe encore moins lorsque les préférences changent dans le temps. De plus en plus d'investisseurs qui se mettent à changer leurs préférences pour aller vers certains actifs, eh bien, ils vont avoir un effet qui est à l'opposé de ce qu'on attend. En l'occurrence, les actifs verts ont surperformé, jusqu'à Covid au moins, alors que leur rendement espéré était plus faible. Mais ça ne se voit pas dans les rendements réalisés, parce qu'on a eu ces changements de préférence qui viennent donc, entre guillemets, polluer, c'est pas le bon terme, biaiser les rendements réalisés par rapport aux rendements espérés. Normal, on n'est pas dans un monde à l'équilibre. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je propose de capturer ces changements inattendus des préférences, comme en réalité, finalement, le changement de la prime de goût,
entre l'instant T-1 et l'instant T. Donc comme vous le voyez, si le coût d'externalité environnementale augmente, on a une boîte qui se brunit aux yeux des investisseurs, et donc on a ce delta qui va être positif, et donc moi ce que je veux, c'est avoir un effet négatif devant ce proxy-là, des changements inespérés des préférences. À l'inverse, si j'ai une boîte dont le C baisse, eh bien c'est une boîte qui se verdit, on aura un delta qui sera négatif, et donc j'attends que le rendement réalisé ait un effet positif, donc encore, j'attends que l'effet ici soit négatif. Donc je répète l'estimation avec cette nouvelle variable, et qu'est-ce qu'on trouve? On retrouve un effet de goût positif et significatif, donc ça confirme ce qu'on avait. On trouve bien un effet de changement inattendu des préférences qui est négatif, et on trouve bien aussi un effet sur la prime de marché qui est positif. Voilà. Ok. Bon, je répète, comme c'est sur la première période est une première passe sur 3 ans glissants, je répète l'estimation en retardant de 3 ans mon proxy, on a des résultats similaires. Lorsque je crée des portefeuilles non pas sectoriels, mais qui sont contrôlés par la taille, donc un sectoriel et de taille, on a des effets qui sont cohérents. Et lorsque j'utilise une période glissante de 5 ans la première passe d'estimation, on a des effets qui sont aussi en cohérence avec ce qu'on avait. Voilà. Là, vous voyez l'évolution de la prime de coût dans le temps. En fait, on peut réaliser cette estimation de manière glissante. Et on voit que la prime de coût, même si elle est de 0,5 en moyenne, en réalité, entre ces deux secteurs, eh bien, elle atteint de l'ordre de 1,5% d'écart. Alors là, je ne le montre pas ici, mais j'aurais pu le montrer. Quand on répète l'estimation intrasectoriellement entre les entreprises, enfin le groupe d'entreprises les plus polluantes dans un secteur et le groupe d'entreprises les moins polluantes dans un autre secteur, alors de mémoire, je crois que j'avais pris les quintiles. Je crois que c'était plus les 20% plus polluantes et moins polluantes. Eh bien, on a aussi cet effet qui apparaît et qui atteint, dans les cas les plus prononcés, de l'ordre de 2,5% en moyenne entre les plus et les moins polluantes d'un secteur. Voilà. Bon, je traite aussi l'erreur de mesure, mais je passe un peu pour avoir le temps de tout présenter. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on regarde les sin stock? Bon, lorsqu'on regarde les sin stock, ici, on a envie d'avoir deux effets positifs. Hein, puisque, rappelez-vous, ici, on a gamma fois P sur A moins P, fois Q, et on l'a ici le Q. Et ici, on a gamma fois gamma tout court. Bon, eh bien, on trouve bien que les deux effets qui sont ici, qui sont là, sont bien positifs et significatifs. Et ils restent positifs et significatifs lorsqu'on rajoute des dimensions de contrôle. Lorsqu'on calcule la somme totale des deux effets, eh bien, elle fait 2,79% par an, ce qui est proche de ce que trouvait Cron et Kalpersic, et ce qui est beaucoup plus faible que ce que trouvait Lou et Balvers, ils trouvaient de l'ordre de 16%. Voilà. Deuxième confirmation empirique du résultat théorique, on voit bien que l'effet moyen est à peu près un petit peu positif, mais on voit aussi très bien que pour une bonne eh bien, la prime d'exclusion est négative. Voilà. Donc, une des conclusions importantes de ce papier-là, c'est que on peut avoir une prime négative lorsqu'on exclut certains stocks parce qu'ils sont notamment décorrélés, décorrélés du portefeuille global des actifs exclus. Les résultats sont robustes à une première passe sur 5 ans, à des rendements equally weighted, lorsqu'on rajoute l'industrie, pardon, lorsqu'on rajoute le secteur de la défense, lorsque j'approxime P ici par P tilde au sein de la prime de goût ici, la prime d'exclusion, pardon. Et lorsqu'on refait l'exercice dans le temps, eh bien, on observe que cette prime d'exclusion, alors là, on a un effet négatif qui ne devrait pas être négatif, puisque c'est un effet moyen. Donc, c'est un biais qui apparaît, qui n'est pas normal. En revanche, ici, on a des comportements plus cohérents, et c'est aussi parce que, à mon avis, c'est pratiqué par plus d'investisseurs. On a une prime d'exclusion qui augmente beaucoup, qui atteint de l'ordre de 10% en moyenne, et là, on est post-crise des subprimes et crise souveraine, progressivement pour se stabiliser à un niveau très faible, proche de zéro. Alors, il y a un débat actuellement sur cette question-là. Enfin, il y a un papier qui suggère que la prime d'exclusion doit être proche de zéro, puisqu'en fait, lorsque les investisseurs durables vendent des actifs exclus, eh bien, il y aura toujours quelqu'un en face pour les racheter. Et donc, la pression exercée sur le coût du capital se rapproche de zéro. Alors, c'est, me semble-t-il, faux pour deux raisons. La première, c'est la raison que je mets en évidence dans ce papier-là, c'est-à-dire que ça dépend de la corrélation entre les actifs exclus, non exclus et au sein des actifs exclus. Et comme vous le voyez, notamment lorsque les actifs exclus se décorrèlent, eh bien, on aura une prime d'exclusion qui va augmenter. Et c'est ce qu'on a eu post-crise, puisqu'en fait, pendant la crise, les actifs se corrèlent.
Et puis lorsque ça remonte, les actifs se dispersent. Et donc on a bien un effet où la prime augmente dans une situation de dispersion des rendements des actifs. Et puis ensuite, la dynamique c'est plus corrélée et ça se rapproche de zéro. Et alors la deuxième raison, c'est la suivante, c'est qu'en fait, tous les investisseurs non verts ou non excluants ne sont pas des investisseurs qui sont en capacité de racheter tous les actifs qui ont été exclus par les investisseurs durables. Pourquoi? Parce qu'une bonne partie d'entre eux est un groupe d'investisseurs passifs. Beaucoup d'investisseurs sont passifs et ont une capacité limitée à modifier leur portefeuille puisqu'ils doivent suivre un benchmark. Pensez à BlackRock par exemple, il y a des milliers de milliards d'actifs qui sont gérés de manière passive. Je pense que j'ai le bon ordre de grandeur en disant des milliers de milliards, au moins des centaines de milliards. Voilà. Donc ça, c'est pour, c'est à peu près tout. Et donc, si on veut conclure ce travail, donc la question de recherche, je vous la rappelle, c'est comment est-ce que le screen d'exclusion et l'intégration ESG, séparément individuellement, affectent les rendements espérés des actifs. Moi, bien, ce qu'on voit, c'est que l'effet de goût évolue entre alors moins 1,12% quand on prend le secteur Other, mais sinon moins 44% jusqu'à plus 14% en moyenne aux US sur toute la période, et atteint un écart de l'ordre de 1,5% plus récemment aux US. On peut tout à fait imaginer que ce montant est plus important en Europe, et qu'il est encore plus important sur les dernières années, puisque l'étude ici, je l'ai arrêtée en 2019. Voilà. Et cet effet-là augmente avec le coût d'externalité environnementale qui est internalisé par les investisseurs, mais aussi une portion d'investisseurs qui intègrent les enjeux environnementaux. La prime d'exclusion, elle est drivée par deux convergences conditionnelles. Donc là, pour rappel, on n'a pas un 43, on est à 2,70 par an en moyenne. Et elle n'est pas nécessairement positive pour les stocks pris individuellement. Et elle bouge avec, en fait, un bon proxy, c'est la corrélation multiple, en fait, le R2 de la régression, parmi les actifs exclus. Voilà. Et elle bouge aussi avec la valeur de marché des actifs exclus, le fameux Q. Voilà. Et puis il y a des effets croisés que j'ai peu évoqués ici parce que l'idée c'est de mettre en évidence les effets principaux qui sont significatifs mais qui restent petits. Et enfin pour terminer, eh bien, ce modèle reste robuste. Donc je montre en appendice que ce modèle reste robuste à un monde où il y a plusieurs investisseurs qui ont des goûts différents et qui ont des périmètres d'exclusion différents. On a une équation à l'équilibre qui reste similaire. Voilà, merci beaucoup de votre attention et ben, je serai ravi de répondre aux questions que vous pourriez avoir. Donc il y en a une à laquelle je n'ai pas répondu. Il serait intéressant d'évaluer les changements de perception des acteurs du marché par rapport à certaines industries en fonction de nouveaux événements. Un exemple, l'industrie de l'armement en fonction de l'évolution du risque géopolitique. Absolument, donc on peut se concentrer sur l'effet uniquement sur le rendement espéré des actifs du secteur de l'armement, pris à différentes périodes, notamment lorsque, par exemple, depuis 2 ans. Tout à fait. Merci beaucoup. C'était très clair. Je vous donne rendez-vous le 25 mars prochain pour l'article suivant qui traitera de l'investissement vert, l'impact de l'investissement vert sur les dividendes des entreprises. Et voilà, merci beaucoup. Merci à vous et merci de vos messages.